Saviez-vous qu'il est possible de garder une mémoire vive même après 70 ans? Dans cette vidéo, je vais vous faire part de ce que m'a dit mon neurologue. Une astuce simple, pratique et scientifiquement prouvée qui peut aider à prévenir la perte de mémoire avec l'âge. Si vous avez plus de 50 ans, si vous vous occupez d'une personne âgée ou si vous souhaitez préparer votre avenir, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Cela fait vraiment la différence. L'une des révélations les plus marquantes que m'ait faite mon neurologue concernait l'alimentation. Selon lui, bien plus que l'hérédité ou les exercices mentaux, ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour a un impact profond et cumulatif sur la santé de notre cerveau, en particulier lorsque l'on pense à la mémoire après 70 ans. Le cerveau est un organe exigeant. Bien qu'il ne représente qu'environ 2% du poids de notre corps, il consomme environ 20% de toute l'énergie que nous produisons. Cela signifie que pour bien fonctionner, il a besoin d'un carburant de qualité, et c'est exactement là que l'alimentation entre en jeu. La première chose qu'il m'a expliqué, c'est le pouvoir des acides gras oméga 3, en particulier le DHA, un type de graisse essentielle présente dans les poissons tels que le saumon, les sardines, le maquereau et les anchois. Ce composé est l'un des principaux constituants des membranes cellulaires du cerveau. Avec l'âge, la fluidité de ces membranes diminue naturellement, ce qui compromet la communication entre les neurones. Une carence en oméga 3 accélère ce processus. À l'inverse, une alimentation riche en ce nutriment peut aider à préserver les connexions neuronales, améliorer la plasticité cérébrale et même réduire le risque de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Des études à long terme montrent que les personnes âgées qui consomment du poisson gras au moins 2 fois par semaine ont tendance à présenter un taux de déclin cognitif nettement inférieur à celles qui n'en consomment pas. Un autre groupe alimentaire essentiel souligné par mon neurologue est celui des fruits rouges et violets, tels que les myrtilles, les mûres, les framboises et les raisins violets. Ces aliments sont riches en flavonoïdes, en particulier en anthocyanes, qui ont une puissante action antioxydante. Le stress oxydatif est l'une des principales causes de la dégénérescence cérébrale liée à l'âge. Il survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre les radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les cellules, et la capacité de l'organisme à les neutraliser. Les flavonoïdes agissent directement sur ce processus, protégeant les neurones contre les dommages et contribuant même à la régénération des connexions synaptiques. De plus, des études ont montré que ces composés améliorent l'irrigation sanguine du cerveau, favorisent une meilleure oxygénation et stimulent des zones spécifiques du cerveau liées à la mémoire et à l'apprentissage. Il a également souligné le rôle fondamental des légumes verts foncés, tels que les épinards, le chou, le brocoli et la roquette. Ces aliments sont des sources très riches en vitamine K, en lutéine, en folate et en bêta-carotène, des nutriments aux propriétés neuroprotectrices. La vitamine K, par exemple, est associée à l'amélioration de la mémoire épisodique, celle qui est responsable de la mémorisation des événements et des expériences vécues. Le folate ou acide folique intervient dans la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine et contribue à réduire les niveaux d'homocystéine, un acide aminé inflammatoire qui, en excès, est lié à un risque accru de démence. Ce qui est intéressant avec ces aliments, c'est qu'en plus de protéger le cerveau, ils contribuent également à la santé cardiovasculaire, ce qui est essentiel, car le cerveau a besoin d'un bon flux sanguin pour fonctionner correctement. Et n'oublions pas les épices et les assaisonnements naturels, comme le curcuma. Ce fut l'un des moments les plus surprenants de ma conversation avec le neurologue. Il m'a parlé de la curcumine, le principal composant actif du curcuma, qui a une capacité remarquable à traverser la barrière hémato-encéphalique, la protection naturelle du cerveau, et à agir directement sur les cellules nerveuses. La curcumine est anti-inflammatoire, antioxydante et même modulatrice des neurotransmetteurs. Des études montrent qu'elle peut aider à réduire l'accumulation de plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau, qui sont fortement associées à la maladie d'Alzheimer. De plus, lorsqu'elle est combinée avec une pincée de poivre noir, son absorption par l'organisme augmente jusqu'à 2000%, ce qui potentialise ses effets. Un autre aliment que mon neurologue a mis en avant est l'avocat. Bien que beaucoup le craignent pour son apport calorique, l'avocat est en réalité une source précieuse de graisse monoinsaturée, qui contribue à améliorer la circulation sanguine, y compris dans le cerveau. Il est également riche en vitamine E, un antioxydant liposoluble qui protège les membranes des cellules neuronales contre le vieillissement prématuré. La combinaison de la vitamine E et des graisses saines fait de l'avocat un allié puissant pour la mémoire et la concentration. Il a également attiré l'attention sur le chocolat noir, contenant au moins 70% de cacao. Le cacao est l'une des plus grandes sources de flavonoïdes au monde, en particulier l'épicatéchine, qui a des effets positifs sur la neurogenèse, la formation de
nouveaux neurones et la plasticité cérébrale. Une consommation modérée et consciente de chocolat noir plusieurs fois par semaine peut contribuer à la bonne humeur, à la concentration et à la mémoire, tout en favorisant la dilatation des vaisseaux sanguins cérébraux, facilitant ainsi la circulation. Enfin, il a mentionné l'hydratation comme partie intégrante de l'alimentation cérébrale. Bien que souvent négligée, l'eau est essentielle au bon fonctionnement de toutes les réactions chimiques de l'organisme, y compris celles qui se produisent dans le cerveau. La déshydratation, même légère, peut entraîner des difficultés de concentration, des trous de mémoire et une sensation de fatigue mentale. Il a recommandé de toujours maintenir une bonne hydratation tout au long de la journée, en privilégiant l'eau pure et d'éviter les boissons sucrées ou trop caféinées qui peuvent perturber l'équilibre électrolytique et affecter les fonctions cognitives. Le message qui ressort clairement est que le cerveau ne vieillit pas de manière isolée. Il réagit directement à l'environnement que nous lui créons, et cela inclut notre alimentation. Une alimentation à base d'aliments naturels, riches en nutriments, en antioxydants et en graisses saines, non seulement prévient les maladies, mais favorise également le renforcement de la mémoire, la clarté mentale et la vitalité intellectuelle, même à un âge avancé. C'est pourquoi prendre soin de ce que l'on met dans son assiette chaque jour, c'est en pratique prendre soin de ce qui se passe dans notre tête, pensée après pensée, souvenir après souvenir. Lorsque nous parlons de santé mentale chez les personnes âgées, les gens pensent souvent uniquement à prévenir des maladies telles que la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence. Mais mon neurologue m'a fait voir les choses sous un angle beaucoup plus large et intéressant. Il m'a expliqué que le cerveau, tout comme les muscles du corps, a besoin d'exercices réguliers pour rester fort, actif et fonctionnel. Il ne suffit pas de bien manger ou de dormir suffisamment, il faut entraîner son esprit de manière délibérée. Et il a été très clair en précisant qu'il ne s'agit pas d'activités aléatoires, mais d'exercices mentaux spécifiques qui stimulent le cerveau de manière structurée et progressive. Cette pratique permet non seulement de prévenir le déclin cognitif naturel lié à l'âge, mais aussi d'améliorer des capacités telles que la concentration, la mémoire, le langage et le raisonnement logique. Même après 70 ans, il a commencé par expliquer le concept de neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter, à changer et à former de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Autrefois, on croyait que le cerveau atteignait son plein développement à la jeunesse et qu'à partir de là, un processus inévitable de détérioration commençait. Mais les preuves actuelles montrent exactement le contraire. Le cerveau est en constante transformation et peut continuer à apprendre et à se renouveler, même à un âge avancé. La clé réside dans la manière dont nous l'utilisons. Un cerveau sous-utilisé a tendance à perdre des connexions synaptiques. En revanche, un cerveau régulièrement stimulé, confronté à des nouveautés et à des problèmes à résoudre, se renforce et développe des voies alternatives pour compenser les pertes naturelles. Parmi les exercices qu'il recommande le plus, on trouve les jeux de mots, tels que les mots croisés, les mots cachés et les anagrammes. Ces activités exigent de l'attention, de la mémoire lexicale et de l'association d'idées, ce qui stimule des zones importantes du cerveau liées au langage et à la mémoire à long terme. Il est intéressant de noter que lorsque nous cherchons un mot oublié, ou que nous réorganisons mentalement des lettres, nous activons non seulement le cortex cérébral, mais aussi l'hippocampe, une région essentielle au stockage de nouvelles informations. Faire des mots croisés tous les jours, par exemple, est une forme d'entraînement cognitif léger, mais cumulatif, qui peut donner des résultats concrets au fil du temps. Un autre exercice qu'il a recommandé avec enthousiasme est la lecture active. Il ne s'agit pas seulement de lire passivement un roman ou un article, mais de lire avec intention. Cela signifie, par exemple, souligner des passages, noter des réflexions, essayer de raconter ce que l'on a lu avec ses propres mots ou poser des questions critiques sur le contenu. Ce type de lecture stimule la compréhension, la mémorisation et la capacité de synthèse. Il a mentionné que même la lecture à voix haute peut avoir des avantages supplémentaires car elle active les zones motrices de la parole et renforce la mémoire auditive, ce qui est particulièrement utile pour les personnes âgées qui ont des difficultés croissantes avec le langage verbal. Mais la recommandation la plus surprenante a peut-être été celle d'apprendre quelque chose de complètement nouveau. Il peut s'agir d'une langue étrangère, d'un instrument de musique ou même d'un nouveau passe-temps impliquant des compétences manuelles comme la peinture, le jardinage ou la broderie. L'important ici est de sortir de sa zone de confort. Lorsque nous apprenons quelque chose à partir de zéro, nous mettons notre cerveau au défi de former de nouveaux réseaux neuronaux, connectant des zones qui ne communiquaient pas souvent auparavant. Cela augmente considérablement la densité synaptique et favorise une véritable régénération cognitive. Il a fait remarquer que les personnes âgées bilingues, par exemple, ont tendance à présenter les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer jusqu'à 5 ans plus tard que celles qui ne parlent qu'une seule langue. Il ne s'agit pas
d'être couramment bilingue, mais simplement d'être en contact constant avec de nouveaux stimuli linguistiques, des sons, des structures grammaticales, et du vocabulaire. Les casse-têtes et les jeux de logique tels que le sudoku, les échecs et même certains jeux vidéo stratégiques ont également été fortement recommandés. Ils font travailler la résolution de problèmes, la planification, l'anticipation des mouvements et la prise de décision sous pression. Des compétences qui, malheureusement, commencent à se détériorer avec l'âge si elles ne sont pas entraînées. Il est intéressant de noter que ces jeux exigent une attention partagée, une pensée logique et une mémoire opérationnelle, activant ainsi plusieurs régions du cerveau simultanément. Il a souligné qu'il est préférable de choisir des défis qui provoquent un léger inconfort intellectuel, c'est-à-dire qui ne sont pas trop faciles au point de devenir automatiques, mais pas trop difficiles non plus au point de générer de la frustration. Un autre exercice mental puissant est l'enseignement. Il m'a expliqué que lorsqu'une personne se propose d'enseigner quelque chose à une autre, même s'il s'agit d'un contenu simple, comme une recette ou une histoire, elle doit organiser mentalement l'information, se souvenir des détails, structurer le récit et répondre aux questions. Ce processus renforce la mémoire à long terme et aide à consolider les connaissances de manière plus approfondie. C'est pourquoi des activités telles que donner des cours à ses petits-enfants, expliquer le fonctionnement d'un appareil ou même partager une histoire de vie avec des détails et des réflexions ont un impact cognitif plus important qu'on ne le pense. Il a également souligné l'importance de la variété dans les exercices mentaux. Le cerveau s'adapte rapidement aux schémas répétitifs, ce qui réduit les bienfaits de la stimulation cognitive. Il est donc essentiel de varier les types d'activités, lire, jouer, apprendre quelque chose de nouveau, pour que le cerveau reste constamment stimulé. La diversité des stimuli empêche le cerveau de passer en pilote automatique et, plus encore, favorise l'activation de différentes zones cérébrales, ce qui augmente la résilience cognitive. Cette stratégie est essentielle pour faire face à l'usure naturelle des fonctions mentales au fil des ans. Il a également souligné l'importance d'intégrer ces exercices mentaux dans la routine quotidienne, et pas seulement de manière ponctuelle. Tout comme une marche de 20 minutes chaque jour est plus bénéfique pour la santé physique qu'un marathon occasionnel, les petits stimuli cognitifs quotidiens sont plus efficaces que des séances intensives et sporadiques d'entraînement mental. Selon lui, l'idéal est de créer un moment sacré dans la routine, où l'accent est mis sur l'exercice du cerveau avec dévouement et présence. Ce rituel quotidien crée une cohérence, et c'est précisément cette cohérence qui façonne la structure cérébrale au fil du temps. Ces pratiques, bien qu'elles semblent simples, sont ce qu'il appelle la gymnastique cérébrale consciente. Et c'est là qu'il voit la plus grande différence entre vieillir avec lucidité ou perdre progressivement son autonomie mentale, car il ne s'agit pas seulement d'éviter la perte de mémoire, mais de construire un esprit plus résilient, prêt à relever les défis du temps avec souplesse et clarté. Peu de choses m'ont autant impressionné dans ma conversation avec mon neurologue que l'importance qu'il accordait à la qualité du sommeil. Nous vivons dans une culture qui valorise la productivité par-dessus tout, où le manque de sommeil est souvent associé à la volonté, à la détermination et même à l'intelligence. Mais ce qu'il m'a dit était exactement le contraire. Il n'y a pas de santé cérébrale sans vrai sommeil. Et le plus frappant, c'est que le sommeil n'est pas seulement une phase de repos. C'est pendant le sommeil que le cerveau exécute certaines de ses fonctions les plus sophistiquées et les plus essentielles pour la mémoire, l'apprentissage et la régénération cognitive. Il a comparé le cerveau à une grande bibliothèque qui passe toute la journée à recevoir des informations, des livres, des images, des sons, des mots, des émotions. Mais cette bibliothèque n'est organisée que la nuit, pendant le sommeil. Si le sommeil est interrompu, superficiel ou insuffisant, cette organisation ne se fait pas. Et le résultat est clair. Oubli fréquent, difficulté à se concentrer, sensation de fatigue mentale même après une nuit passée au lit. Il a expliqué que le cerveau passe par différentes phases de sommeil, chacune ayant un rôle spécifique dans le maintien de la santé mentale. Le sommeil profond, également appelé sommeil à ondes lentes, est celui où se produisent la régénération cellulaire, le renforcement des connexions synaptiques et la consolidation de la mémoire déclarative, celle qui sert à se souvenir des faits, des noms, des dates et des événements. Le sommeil paradoxal qui correspond aux rêves les plus vivants est quant à lui lié à l'organisation émotionnelle, à la créativité et à la mémoire procédurale, celle qui est liée aux habiletés motrices et aux habitudes, comme conduire ou jouer d'un instrument. Ces cycles alternent tout au long de la nuit, et pour que le cerveau puisse accomplir toutes les tâches nécessaires, il est essentiel que ces cycles soient complets, en quantité et en qualité. Des interruptions fréquentes pendant la nuit, telles que celles causées par l'apnée, le ronflement, la douleur ou même la
simple habitude de se lever plusieurs fois pour aller aux toilettes interrompent ces processus et nuisent directement à la mémoire. L'un des points sur lesquels il a le plus insisté est l'impact de la privation chronique de sommeil, un phénomène extrêmement courant chez les personnes âgées. Avec l'âge, beaucoup de gens dorment moins, ont du mal à rester endormis ou se réveillent très tôt, pensant qu'il est naturel de dormir moins en vieillissant. Mais ce qu'il m'a expliqué, c'est que le corps peut s'habituer à dormir moins, mais pas le cerveau. Il continue d'avoir besoin de la même quantité et de la même qualité de sommeil pour bien fonctionner. La différence est que le sommeil devient plus léger et fragmenté avec le temps, ce qui nécessite encore plus d'attention. Le manque de sommeil n'affecte pas seulement la mémoire à court terme, mais, au fil des ans, il contribue à l'accumulation de protéines toxiques dans le cerveau, telles que la bêta-amyloïde, directement associée à la maladie d'Alzheimer. Pendant le sommeil profond, le cerveau active le système glymphatique, une sorte de système de nettoyage qui élimine ces déchets. Si ce processus ne se produit pas fréquemment, les toxines s'accumulent silencieusement. Il a également souligné l'importance de créer une routine de sommeil, ce que peu de gens prennent vraiment au sérieux. Tout comme nous avons des horaires pour manger, travailler ou faire de l'exercice, le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il reconnaît qu'il y a une routine. Dormir tous les jours à des heures très différentes dérégule le cycle circadien, l'horloge biologique interne, et cela perturbe la production de mélatonine, l'hormone responsable de l'induction du sommeil. Un environnement adéquat est également essentiel. La chambre doit être silencieuse, sombre, fraîche et exempte de stimuli tels que les écrans de téléphone portable, la télévision ou les notifications sonores. La lumière bleue émise par ces appareils inhibe la libération naturelle de mélatonine, retardant ainsi le sommeil et diminuant sa profondeur. Un autre point surprenant concernait l'utilisation excessive de médicaments pour dormir, un sujet qu'il a abordé avec beaucoup de prudence. De nombreuses personnes âgées ont recours à des sédatifs en pensant qu'ils les aident à mieux dormir. Mais selon lui, ces médicaments, bien qu'ils induisent le sommeil, empêchent souvent le cerveau d'atteindre les phases les plus profondes et les plus réparatrices. Il s'agit d'un sommeil artificiel qui peut même procurer une sensation de repos physique, mais qui ne permet pas la même régénération cognitive. Il a recommandé des approches plus naturelles pour réguler le sommeil, techniques de respiration, méditation avant le coucher, bain tiède, lecture légère, éviter la caféine l'après-midi, s'exposer à la lumière naturelle le matin et prendre des repas légers le soir. Et il a tenu à souligner quelque chose de très important. Le sommeil n'est pas seulement réparateur pour ceux qui souffrent déjà de troubles de la mémoire. C'est un facteur préventif puissant. Les personnes qui maintiennent une bonne hygiène de sommeil tout au long de leur vie ont une meilleure capacité de rétention de la mémoire, un risque moindre de développer une démence et des performances cognitives nettement meilleures dans des activités telles que la lecture, le calcul, la prise de décision et l'organisation de la pensée. Il a même cité des études montrant que l'amélioration de la qualité du sommeil chez les personnes âgées présentant de légers troubles cognitifs peut inverser certains des symptômes initiaux. En d'autres termes, bien dormir permet non seulement de conserver notre mémoire, mais aussi de restaurer une partie de ce qui a été perdu. Un détail m'a marqué lorsqu'il a dit que ce qui semble souvent être un oubli dû à l'âge est en fait un manque de sommeil. Les personnes qui ne se reposent pas profondément ont du mal à consolider de nouveaux souvenirs. Elles sont certes attentives sur le moment, mais n'enregistrent pas les informations dans leur cerveau avec la profondeur nécessaire. Le lendemain, c'est comme si ces informations n'avaient jamais existé. Ce type de lapsus, que beaucoup considèrent comme normal avec l'âge, peut en réalité être le signe d'un cerveau épuisé et mal reposé. Plus que n'importe quel complément alimentaire ou technique de mémorisation farfelue, un sommeil de qualité est l'un des piliers les plus négligés de la santé cérébrale. C'est précisément pour cette raison qu'il est si important de bien le comprendre. Prendre soin de son sommeil, c'est essentiellement prendre soin de la façon dont le cerveau archive ce que nous vivons, filtre ce qui est important, élimine ce qui est inutile, et nous donne la clarté mentale nécessaire pour continuer à apprendre. Car un cerveau reposé est un cerveau actif, organisé et plus résistant au vieillissement. Au cours de notre conversation, le neurologue a clairement indiqué qu'il est tout aussi important d'adopter des habitudes saines pour protéger l'esprit que d'éliminer les comportements silencieux qui sabotent le cerveau au quotidien. Selon lui, bon nombre des oublis qui commencent à apparaître après 60 ou 70 ans ne sont pas seulement le résultat du vieillissement naturel, mais aussi de l'accumulation d'habitudes qui, au fil des ans, affaiblissent les structures cognitives, détruisent les connexions synaptiques
critiques et compromettent les zones du cerveau responsables de la mémoire et de l'attention. Et le plus effrayant, c'est que la plupart de ces habitudes sont considérées comme normales, voire inoffensives, ce qui les rend encore plus dangereuses. La première d'entre elles, et peut-être la plus courante, est la sédentarité. L'idée que l'exercice physique ne sert qu'au corps est complètement dépassée. Il a expliqué que le mouvement est l'un des plus grands stimulants du cerveau. Les activités physiques aérobiques, telles que la marche, la natation, la danse ou le vélo, augmentent le flux sanguin cérébral, améliorent l'oxygénation des neurones et stimulent la libération de facteurs neurotrophiques, tels que le BDNF, une protéine essentielle à la formation de nouvelles connexions neuronales et à la protection des neurones contre la dégénérescence. L'absence d'activité physique, en revanche, réduit la neuroplasticité, nuit au transport des nutriments vers le cerveau et est associée à une augmentation significative du risque de démence. Le cerveau d'une personne sédentaire reçoit tout simplement moins de stimuli et moins de ressources pour rester en bonne santé. Et avec le temps, cet impact devient plus évident, se manifestant par des trous de mémoire, des difficultés de concentration et un ralentissement de la réflexion. Il pointe également du doigt un autre ennemi redoutable, la consommation excessive de sucre et d'aliments ultra transformés. Le cerveau est extrêmement sensible à ce que nous mangeons, et l'excès de sucre affecte directement les fonctions cognitives. Lorsque le taux de glucose dans le sang augmente fréquemment, le corps libère de grandes quantités d'insuline. Au fil du temps, ce processus peut entraîner une résistance à l'insuline cérébrale, une affection qui altère la communication entre les neurones et qui est fortement liée au déclin cognitif accéléré. Il a mentionné des études qui qualifient déjà la maladie d'Alzheimer de diabète de type 3, précisément en raison de cette corrélation entre le déséquilibre glycémique et la détérioration cérébrale. De plus, les aliments ultra transformés, riches en additifs chimiques, colorants, conservateurs et graisses trans, favorisent des inflammations silencieuses dans le cerveau, altère le microbiote intestinal qui influence directement l'axe cerveau-intestin et accélère le vieillissement cellulaire. Il en résulte un cerveau enflammé, confus, fatigué et de moins en moins efficace pour retenir les informations. Mais l'habitude la plus sous-estimée et tout aussi néfaste est peut-être l'isolement social. Il m'a expliqué que le cerveau humain est conçu pour l'interaction. Dès les premières années de la vie jusqu'à la vieillesse, l'échange avec les autres stimule les zones responsables du langage, de l'empathie, de la mémoire affective, de l'interprétation des signaux non-verbaux et de la prise de décision sociale. Lorsqu'une personne s'isole, ces zones sont tout simplement peu activées. Au fil du temps, ce manque de stimulation entraîne une perte de connexion neuronale et un rétrécissement de régions telles que l'hippocampe, qui est essentiel à la formation de nouveaux souvenirs. Et le plus tragique, c'est que de nombreuses personnes âgées, par honte, par deuil, par difficulté à se déplacer ou même parce qu'elles pensent qu'elles n'ont plus rien à dire, finissent par se replier sur elles-mêmes. Et sans s'en rendre compte, elles accélèrent un processus de détérioration cérébrale qui pourrait être évité par de simples interactions quotidiennes, telles que des conversations avec les voisins, des appels téléphoniques à des amis, des groupes de lecture, des activités religieuses ou même de petites discussions au marché du coin. Le neurologue a également évoqué le stress chronique comme l'un des principaux agresseurs de l'esprit. Lorsque nous sommes soumis à un stress constant, le corps libère des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress. À petite dose, le cortisol a des fonctions importantes, mais en excès, il devient toxique pour le cerveau, en particulier pour l'hippocampe, qui est extrêmement sensible. Une exposition prolongée au stress provoque un rétrécissement de cette région, nuit à la formation de nouveaux souvenirs et contribue à la confusion mentale, à la difficulté de concentration et à la sensation que l'esprit est toujours encombré. Souvent, le stress se dissimule sous forme d'inquiétude excessive, d'insatisfaction constante, d'exigence excessive ou de consommation ininterrompue d'informations négatives. Dans ces états, le cerveau n'a pas la capacité de traiter clairement les informations. Il passe en mode survie, où l'accent est mis sur la réaction plutôt que sur l'apprentissage ou la mémorisation. Une autre habitude qu'il a fermement soulignée est l'utilisation routinière et excessive du multitâche numérique, comme passer d'une application à l'autre, regarder des vidéos tout en répondant à des messages ou vérifier ses emails toutes les 5 minutes. Il a expliqué que le cerveau n'est pas conçu pour effectuer plusieurs tâches cognitives en même temps. Ce que nous appelons multitâche est en fait le cerveau qui passe rapidement d'une activité à une autre. Cela augmente la fatigue mentale, réduit la profondeur du traitement et nuit à la consolidation de la mémoire. De plus, ce type de fragmentation nuit à une compétence essentielle pour garder l'esprit actif et sain, la pleine attention. Sans pleine attention, il n'y a pas d'absorption réelle de l'information. Et sans absorption, il n'y a pas de mémoire. Les personnes qui vivent dans une distraction numérique constante, en particulier celles qui passent des heures
bonheur sur les réseaux sociaux ou à consommer des contenus rapides et superficiels entraînent leur cerveau à la superficialité. Et plus le traitement d'une expérience est superficiel, plus il sera difficile de s'en souvenir par la suite. Enfin, il a évoqué l'habitude de ne plus se lancer de défis. Beaucoup de gens, lorsqu'ils atteignent un certain âge, pensent qu'ils ont déjà suffisamment appris, qu'ils n'ont plus besoin de faire d'efforts pour comprendre quelque chose de nouveau, résoudre des problèmes ou développer des compétences. Ce conformisme intellectuel est extrêmement néfaste, car le cerveau fonctionne comme un muscle. Ce qui n'est pas utilisé s'affaiblit et disparaît. Il a déclaré que, quel que soit l'âge, le cerveau a besoin d'être constamment stimulé, d'être confronté à la nouveauté, de relever des défis, cesser d'apprendre, cesser de penser de manière critique, cesser de s'intéresser à des sujets différents. Tout cela contribue à un lent et silencieux dépérissement de l'esprit. Ces habitudes, lorsqu'elles s'additionnent, créent un terrain fertile pour le déclin cognitif. Et le plus important qu'il m'ait transmis, c'est qu'aucune d'entre elles n'agit de manière isolée. Elles se combinent, se renforcent mutuellement et créent un cycle difficile à briser. Mais la prise de conscience est la première étape pour transformer cette réalité. Comprendre que ce qui semble inoffensif, comme passer des jours sans parler à quelqu'un, consommer quotidiennement des aliments industriels ou vivre dans une distraction constante, a des effets réels, profonds et mesurables sur la capacité à se souvenir, à penser, à décider et même à ressentir. Tout au long de la conversation avec mon neurologue, j'absorbais chaque information comme si c'était de l'or pur. L'alimentation, l'exercice mental, le sommeil, les habitudes qui détruisent la mémoire, tout avait un sens, tout s'imbriquait. Mais c'est presque à la fin de la consultation qu'il m'a remis quelque chose de surprenant, quelque chose de petit, de simple, qui ne nécessitait ni appareil, ni consultation, ni argent, ni beaucoup d'efforts physiques. Il m'a dit, si vous arrivez à faire cela tous les jours, pendant seulement 5 minutes, vous entraînerez votre cerveau à vivre avec plus de présence, de clarté et de mémoire. À première vue, cette recommandation semblait presque banale, mais lorsqu'il m'a expliqué ce qui se cachait derrière ces 5 minutes, tout a changé. Ce n'était plus seulement un exercice, mais une pratique de préservation mentale, un bouclier quotidien contre la dispersion, l'oubli et l'usure invisible de l'esprit au fil des ans. La pratique consistait en un simple exercice de révision mentale active de la journée. Tous les jours, de préférence le soir, juste avant de se coucher ou dans un moment de silence, l'exercice était le suivant: s'asseoir dans un endroit calme, fermer les yeux et repasser mentalement la journée écoulée comme si l'on rembobinait un film. Il m'a conseillé d'essayer de me souvenir du plus grand nombre de détails possibles depuis le moment où je me suis réveillé jusqu'à cet instant précis. Qu'ai-je mangé au petit déjeuner? Quelle a été la première personne à qui j'ai parlé? Quel rendez-vous ai-je eu? Quelles ont été les conversations, les endroits où je suis passé, les odeurs, les couleurs, les émotions? Il disait, peu importe si vous oubliez beaucoup de choses. Ce qui compte, c'est d'essayer. C'est l'effort qui entraîne le cerveau. Il m'a expliqué que cet exercice active plusieurs zones cognitives en même temps. Tout d'abord, il fait travailler la mémoire épisodique, celle qui est responsable du stockage des événements et des expériences personnelles. Ensuite, il mobilise le système d'attention soutenu, car il exige une concentration continue sans distraction. En même temps, il stimule les fonctions exécutives, car la personne doit organiser les événements dans l'ordre, interpréter ce qu'elle a vécu et, souvent, réfléchir à leur signification. Avec une pratique régulière, le cerveau commence à enregistrer les moments de la journée avec plus d'attention, sachant que le soir, il sera testé. Cela augmente naturellement le niveau de présence et de perception tout au long des activités quotidiennes. Et être présent est la première étape pour mémoriser. Il a expliqué que cette simple pratique, si elle est effectuée tous les jours, peut non seulement améliorer la capacité à retenir des informations, mais aussi élargir la conscience émotionnelle, renforcer le sentiment d'identité et consolider ce qu'il appelait la mémoire du moi continu, celle qui nous donne le sentiment de qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Lorsque le cerveau vieillit, l'une des premières pertes perceptibles est précisément cette ligne narrative de la vie. Nous commençons à oublier de petits détails du quotidien, des fragments d'expérience, et bientôt le sentiment de continuité se rompt. Cette pratique, aussi subtile soit-elle, agit précisément à ce niveau. Elle aide à consolider notre propre histoire comme quelque chose d'intègre, de compréhensible et d'enregistré avec intention. Mais l'exercice ne s'arrête pas là. Après avoir mentalement passé en revue la journée, il recommandait d'ajouter un deuxième moment, qu'il appelait la projection consciente. Après avoir passé en revue ce qui s'était passé, l'idée était de projeter la journée suivante. Qu'est-ce que je compte faire? À qui vais-je parler? Quelles sont les tâches les plus importantes? Cela a deux effets neurologiques puissants. Premièrement, cela renforce la mémoire prospective, qui est la capacité à se souvenir de faire quelque chose dans le futur, comme prendre un médicament, se rendre à un rendez-vous ou envoyer un message important. Deuxièmement, cela crée un sentiment d'utilité et de planification qui organise
organise la pensée, réduit l'anxiété et entraîne le cerveau à anticiper, une capacité qui s'affaiblit souvent avec l'âge. Il est allé plus loin en affirmant qu'avec le temps, il est possible d'enrichir encore cette pratique d'une couche réflexive. En passant la journée en revue, demandez-vous ce qui a été significatif, ce qui aurait pu être mieux, ce que vous avez appris, ce que vous avez ressenti. Cela transforme le simple souvenir en un processus d'apprentissage continu. Et plus encore, cela donne au cerveau une raison de conserver certains souvenirs, car cela attribue une valeur à l'expérience. Le cerveau n'enregistre pas tout, il donne la priorité à ce qui semble important, pertinent, chargé émotionnellement. En donnant un sens à ce qui a été vécu, cette pratique apprend au cerveau à mieux archiver. La beauté de cet exercice réside dans le fait qu'il ne dépend pas de l'âge, du niveau d'éducation, de la condition physique ou du niveau d'instruction. Tout le monde peut le faire. Et selon lui, plus c'est simple, plus c'est puissant. La répétition quotidienne crée un schéma neurologique stable. Il a comparé cette pratique à l'hygiène buccale. Se brosser les dents n'empêche pas la saleté de revenir, mais l'empêche de s'accumuler au point de causer des dommages. Il en va de même pour l'esprit. 5 minutes par jour permettent d'éviter l'accumulation de désordre mental, les oublis inutiles, la confusion des pensées. C'est comme passer un peigne fin dans son esprit avant de s'endormir. Il a également souligné qu'outre ses bienfaits cognitifs, cette pratique a des effets profonds sur le bien-être émotionnel. En passant leur journée en revue avec attention, de nombreuses personnes commencent à identifier des schémas de comportement, des déclencheurs de stress, de petits moments de joie qui passaient auparavant inaperçus. Cela améliore la relation avec le temps, avec les autres et avec soi-même. Et le sentiment d'être conscient de sa propre vie est l'une des meilleures protections contre le sentiment d'inutilité, courant dans les phases plus avancées de la vie. Et même si l'exercice ne dure que 5 minutes, il m'a dit que beaucoup de gens finissent par y consacrer plus de temps, naturellement, parce que c'est un exercice agréable. Il apaise, organise, clarifie les idées, et cela crée un cercle vertueux. Plus vous vous sentez clair, plus vous avez envie de continuer. Plus vous persévérez, plus votre cerveau est fort pour affronter la journée suivante. Et le cerveau, lorsqu'il se rend compte qu'on prend soin de lui, réagit, il s'adapte, il se renouvelle, il reprend confiance en sa propre capacité à se souvenir, à relier des idées, à comprendre et à exister avec lucidité. Car c'est exactement ce pourquoi il a été conçu, à condition que nous ne l'abandonnions pas à son sort.